Mr. Lawrence? Yes, Oh! It damn well hurts. certainly it hurts. The trick, William Potter, is not minding that it hurts. The trick, William Potter, is not minding that it hurts. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber, le Mouad'Dib de Kinopod, et mes princes du désert sont... Reggie les Gorillas, créateur de contenu sur les réseaux, cinéma, séries. Et le truc avec Kinopod, c'est de ne pas faire attention à la douleur. Philippe, c'est bon. Hot. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Lawrence d'Arabie, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, et pour l'un d'entre vous, de t'accueillir pour la première fois dans l'émission. Reg, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est super sympa. Je suis un grand fan de ta passion pour le cinéma et tu vas amener comme ça un peu de sang neuf dans cette émission qui en a bien besoin. Je dis pas ça pour toi, Philippe, mon vieux lion du désert, qui n'en est pas à ta première campagne pour Kinopod. Et avant que tu nous fasses le fameux pitch du film et que Reg nous parle de la genèse, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de souscrire en particulier la chaîne Abracadapod sur YouTube avec tous les 15 jours une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lénoff que je salue au passage. Et maintenant donc, avant que Reg ne nous ramène à la source de l'Oasis, Philippe, tu vas nous résumer le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Alors je vais un peu plus le lire que d'habitude parce que je veux être précis, historiquement parlant. Hein. Donc Thomas Edward Lawrence, Lawrence, sir. Send him in. un officier du renseignement britannique pendant la Première Guerre mondiale, est envoyé au Caire pour faire un peu le point de l'occupation turque dans ces pays-là et rapporter à ses supérieurs. Seulement, Lawrence est un jeune type qui est fasciné par les pays arabes, par la langue, il est complètement obnubilé par ça. My God, I love this country. Et il décide d'aller beaucoup plus loin que sa mission et d'unifier toutes les tribus arabes pour chasser l'occupant turc. Parfait, Philippe, un pitch épique et collégramme, comme on dit. Et maintenant, Reg, tout d'abord une question avant que tu nous parles donc de l'histoire, de l'historique du film en elle-même. Tu as choisi ce film, donc moi j'adore quand c'est l'invité qui choisit le film, parce que tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi, et ça nous a permis de le revoir, Philippe et moi, et quel film, quelle épopée. Oui, j'ai choisi ce film parce que c'est un film que j'ai découvert, je pense, la première fois il y a une dizaine d'années, lorsque j'avais 17-18 ans, dans des conditions parfaites, donc sur un PC portable, à peine en HD, pour voir cette grande ode épique au désert. J'ai décidé de le revoir récemment. Pourquoi ? Parce que c'est toujours un film que j'ai beaucoup aimé. Je me suis toujours attaché aux thématiques un peu de l'œuvre, mais surtout que je suis allé en Jordanie récemment. Et avant d'y aller, donc de visiter le fameux désert où ils ont tourné, je voulais visiter le désert pour voir ces lieux de films cultes avec lesquels j'ai grandi, Lawrence d'Arabie, ou même plus récemment, on a beaucoup vu avec Indiana Jones, Dune aussi, le Seul sur Mars. Beaucoup de films ont été tournés là-bas. Justement, je préparais une vidéo que j'ai pas encore sortie sur les lieux de tournage là-bas, avec plein d'anecdotes, plein d'informations sur le tournage. Donc je me suis revu Lawrence d'Arabie cette fois-ci sur une télé, donc c'est déjà mieux, télé 4K OLED, tout va bien, les conditions sont meilleures. J'ai toujours pas vu le film au cinéma, il est rarement diffusé à Lille pour le coup, mais je me suis replongé dedans et beaucoup d'autres films liés à ce désert pour mieux comprendre ce que j'allais voir en vrai. J'ai pas encore fini de tous les regarder, mais j'ai vu les making-of, j'ai vu les interviews, j'ai lu des sources officielles de comment le film est né, mais moi je me suis focalisé sur la partie désert du coup de Jordanie, parce que le sujet de ma vidéo était sur ça, donc je me renseignais beaucoup sur ça. Donc c'est pour ça qu'il y a cette envie de retourner dans le désert d'un point de vue cinématographique et de la vraie vie, et c'est pour ça que j'ai conseillé ce film, que j'ai redécouvert, voilà, entre quand je l'ai vu à 17 ans et maintenant, c'est pas vraiment la même chose, ça qui est intéressant aussi, et j'ai hâte de le revoir, peut-être pas dans 10 ans, mais avant, et un jour au cinéma.
Donc c'est pour ça que j'ai conseillé ce film que j'aime beaucoup. Ouais, non, c'est formidable parce qu'on voit sur ton fond d'écran sur ta chaîne, on voit l'affiche de Laurence d'Arabie. Donc c'est un film qui a effectivement un culte, un film important pour toi et pour beaucoup Ouais. de gens quand on va le voir. Ouais. Tous les jours, vous le voyez ici, on va évidemment parler de Laurence d'Arabie. Ouais, c'est ça. En fait, il fallait que je choisisse un décor virtuel et j'ai choisi plein d'objets de cinéphilie que les gens pourraient reconnaître en même temps que j'affectionne beaucoup. Il y a un œuf alien, par exemple, ou il y a le navire de Master and Commander, toutes ces choses-là. Donc, j'aime beaucoup les films comme ça, épiques, surtout des années 60. Je n'en ai pas vu assez. Justement, je regardais les making-of du film et comparé à d'autres films sortis à cette époque, qui avaient le même budget, qui ont marché moins bien, que ce soit avec Brando, des choses comme ça. Donc, c'est un monde que j'ai encore à découvrir. C'est un film qui est quand même, maintenant, en regardant les making-of, comme beaucoup de films de l'époque comme ça, hein, c'était l'enfer sur Terre à produire, à créer, à faire. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Moteur! Allons-y! Moteur! Et ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des vrais parallèles qui se dressent entre, d'un point de vue personnel, ce que moi j'ai un peu vécu 3 jours dans le désert, de comprendre un peu pourquoi il y a tellement d'histoires, de contes et de mythes sur des gens du monde extérieur qui tombent amoureux du désert, parce qu'on le revoit dans beaucoup d'œuvres qui sont certes inspirées de l'histoire de T. Lawrence, on le voit beaucoup dans le cinéma de personnes qui découvrent une nouvelle civilisation, surtout dans le désert, et qui tombent amoureux et qui restent. Alors que le désert, c'est en théorie la fin de la vie, un peu. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, donc pourquoi est-ce que les gens tombent amoureux? Et donc, d'un point de vue personnel, je l'ai compris, sans vouloir faire un peu le mec qui a passé 3 jours avec les Bédouins et qui comprend, mais surtout, je l'ai compris, et ça m'a fait comprendre aussi d'un certain point de vue pourquoi les cinéastes, comme David Lean, il le dit en interview beaucoup, il dit que lui, il ne voulait pas quitter le désert. Il ne voulait pas s'en aller non plus, parce qu'il était fasciné par les dunes, par les roches, par la Jordanie de manière générale, et en même temps, Lawrence, qui est fasciné, lui, dès le début, par le désert, alors qu'il n'est jamais allé, en théorie, plus ou moins, et il tombe rapidement amoureux. Et ce qui est très drôle, c'est que chez les Bédouins, ils savent que ça arrive. C'est ça que j'ai beaucoup aimé revoir dans le film, c'est qu'ils disent à un moment, je crois que tu as un autre, je ne sais pas s'ils disent blanc ou britannique, amoureux du désert. Et c'est quelque chose qui se voit du coup dans la production du film, dans le film en soi, que j'ai trouvé assez fascinant. En regardant des heures de drôle, making-of, c'est l'aspect de documentaires. méta aussi des grands films et des grands castings, parce qu'on va beaucoup parler avec Philippe de Peter O'Toole dans un instant. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a, comme tu disais, T. Lawrence, qui donc a écrit le livre et qui était le personnage qui a inspiré le personnage que jouerait Peter O'Toole, que tu as connu, Philippe, personnellement, je crois, T. Lawrence. Bien. J'étais son babysitter, ouais. Mais vous avez vu des photos de lui dans la vie? Moi, j'ai regardé un petit peu à l'occasion de la recherche. Il ressemble à Max von Sydow, tu sais. Il a cette espèce de long visage comme ça. Et, mais bon, ceci dit, la grande force du film, et tu vas nous en parler maintenant, c'est Peter O'Toole. Get out! You must get out! Get out! We want 2 large glasses of lemonade. Qui est un tout jeune acteur, qui Bien en fait sûr. 10 de plus, parce que c'est quand même ce qu'on appelle en anglais le hard living. On va voir que c'est un type qui a beaucoup bu et beaucoup fait la fête, mais là, c'est un de ses premiers rôles, c'est le rôle en tout cas qu'il met sur la carte, Philippe. Oui, c'était un acteur jusque-là de théâtre, essentiellement. Il était très jeune, hein, il avait une petite vingtaine, et de télé. Enfin, il a fait quelques petits trucs. Il a tourné un film de Nicolas Ray, déjà avec Anthony Quinn, et Lynn a beaucoup hésité. Hein. Il voulait au départ Albert Finney pour faire le rôle. Il y tenait beaucoup, je crois, et ça s'est pas fait. Il voulait Brando au tout départ. Il voulait Marlon Brando, mais c'est, à mon avis, c'était une terrible erreur de casting. Donc heureusement, il l'a pas fait. Et il a fini sur Peter O'Toole. You can rum ti-tum, Qui est un personnage assez incroyable parce qu'il est déjà jeune. Il avait l'air complètement défait. C'est-à-dire qu'il était, effectivement, il faisait plus vieux que son âge, il avait un regard complètement halluciné, et il avait quelque chose d'illuminé, même dans ses autres rôles, hein, il a toujours eu ça, que ce soit dans, je sais pas moi, dans La Nuit des Généraux et autres films comme ça, et il a endossé complètement le personnage de Lawrence, au point d'ailleurs que, même si tu as vu des photos du vrai Lawrence, quand tu penses à Lawrence, tu penses automatiquement à O'Toole. We are equally glad to be rid of him, are we not? Donc c'est ce qu'on appelle une incarnation, quoi. Et il a embrassé tous les aspects, quand même pas toujours très glorieux de Lawrence. Enough! Enough! Make them stop!
c'est-à-dire son goût du sang, son goût de la mort. I had to execute him with my pistol. There was something about it I didn't like. I enjoyed it. Cette espèce de manipulation qu'il fait sans arrêt avec tout le monde. Do you think I'm just anybody, Ali? Do you? Et il a donné une interprétation unique dans le sens que sa carrière, à part quelques éclats, elle est morte après ça. Il a continué à tourner sans arrêt, il a fait plein de rôles, il a fait plein de films, il a bu énormément, il a bu beaucoup, et il s'est décati, si tu veux, physiquement, assez rapidement. C'est-à-dire que tu as des films où il a la trentaine, et il fait vraiment, vraiment ravager, et donc il se derrière lui le fantôme de T.E. Lawrence, qui l'habitera toute sa vie, en fait. Mais c'est un personnage compliqué, Reg, parce qu'il est assez antipathique. Moi, il démarre comme Willard dans Apocalypse Now et il devient petit à petit Kurtz. Ce qui est étonnant comme voyage, parce que il est pas très sympathique finalement. Ça fait penser aussi à Citizen Kane, c'est-à-dire ces personnages auxquels c'est difficile de s'attacher. Ou Barry Lyndon aussi, j'ai pensé, tu sais. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, et c'est encore pire dans la vraie vie. Parce que du coup, je me suis beaucoup renseigné sur les différences entre le personnage de Peter O'Toole, qui, même s'il devient ce faux prophète dans le film, dans la vraie vie, il n'y a rien de prophétique dans le sens où c'était prévu depuis le début qu'ils allaient partager l'Arabie. Et moi, justement, ce qui m'a marqué, parce que je suis arrivé en grand fan de Laurence d'Arabie dans le désert, et les Bédouins, quand ils parlent de Laurence, pour eux, et je les cite, ils m'ont dit, c'est littéralement Hitler pour nous. Parce que certes, il n'a pas tué des millions, mais il nous a détruits parce avant, le désert était partagé. Mais à cause de T. Lawrence et des Britanniques, ils ont mis des frontières partout. Et du coup, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est que voilà, le désert de Wadi Rum et l'Arabie Saoudite, c'est à quelques kilomètres de l'Arabie Saoudite, et c'est le même peuple, la même famille, mais ils ne peuvent pas se voir. Et ça, c'est à cause du coup de T. Lawrence, le vrai. Et dans le film, on te le montre comme quelqu'un qui est vraiment du côté des Bédouins et des Arabes de manière générale, alors que dans la vraie vie, il jouait double rôle depuis le début. Et c'est intéressant parce que j'ai vu le film de Herzog, La Reine du désert, aussi pour préparer ma vidéo sur le désert. Et du coup, c'est Robert Pattinson qui joue T. Lawrence dedans. Please just call me Lawrence. Will do, Lawrence. Et là, on te le montre vraiment comme, pas machiavélique, mais clairement du côté des Britanniques depuis le début. Certes, il a aidé les Arabes dans la vraie vie et les Bédouins, qui sont un peuple du coup qui s'étend sur toute l'Arabie en réalité, mais il te le montre quand même d'un point de vue assez positif, le film au final par rapport à la vraie vie. Alors certes, dans le film c'est pas que positif bien sûr, mais par rapport à la vraie vie, il est quand même rendu beau, je trouve, par rapport aux vraies choses qu'il a faites et que les locaux détestent. Pourtant, les locaux c'est le l'époque connaissent. aussi, c'est 1962. C'est difficile, effectivement. Aussi bien. Je mets un petit bémol, c'est que oui, c'est vrai qu'il est montré, je suis d'accord avec toi, il est montré positif et beaucoup plus héroïque, si tu veux, entre guillemets, mais il y a quand même une scène, tu sais, quand il massacre les gens avec son couteau et qu'il est complètement épuisé, couvert de sang, avec le couteau qui tient comme ça, la lame complètement rougie, etc., où là, tu le vois tel qu'il devait probablement être, c'est-à-dire il était devenu complètement fou et sanguinaire. Donc c'est un plan qui remet tout en lumière, c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas on se dit est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il n'est pas sincère. En fait, il est barjot, quoi. C'est ça. Non, mais il est complètement barjot. Et justement, moi je fais juste un comparatif par rapport à la vraie vie, parce que dans le film, il est quand même un peu embelli, mais il était moins fan de tuer visiblement dans la vraie vie. Voilà, juste pour clore ce parallèle, il a quand même fait. Donc l'exécution qu'on voit dans le film de ce Bédouin qui a commis un crime, c'est arrivé. Plus ou moins comme ça dans la vraie vie. Et ça, il était aussi tourmenté dans la vraie vie par rapport à ça, parce que c'est pas pour ça qu'il est venu en Arabie. Mais il s'est aussi un peu décomposé en tant que personne. Et on le voit aussi dans son livre, que j'ai pas lu en entier, les 7 piliers de la sagesse, je crois, en français. Ouais. Du coup, c'est intéressant parce qu'il en parle aussi un petit peu, mais c'est juste pour dire que du point de vue des Bédouins, en tout cas, c'est un personnage qui est détesté. C'est pour ça. Et du coup, moi, je suis arrivé dans le désert on comme peut ça. se demander dans le film pourquoi ce personnage qui est assez antipathique la plupart du temps, malgré ses beaux yeux bleus et cette coiffure blonde peroxydée, pourquoi est-ce que ces gens ont besoin de lui? Pourquoi est-ce qu'ils lui font confiance? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois il est vénéré comme ce sauveur blanc qu'on voit souvent dans le cinéma, si tu veux?
Et c'est pas Et ça- nouveau, quoi. Ça va au-delà, je pense, parce que dans le film, il est vu comme le Mahdi, donc le prophète, le nouveau prophète qui, dans l'islam, vient sauver le peuple arabe, en fait. Donc il y a une Ouais. connotation hyper religieuse par rapport à ça. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça devient ce faux prophète, parce qu'il Ouais. il est enragé au final, il se laisse avaler par cette colère, par cet ego aussi, parce qu'il se sent aussi comme un dieu. Il y a Mm. énormément de connotations prophétiques, que ce soit C'est drôle aux parce que trois tu prophètes, pourrais être hein. en train de parler, de Dune, parce qu'on parle souvent de Ah. l'ADN comparable Parce entre que les films. Avec le contrepoint religieux et tout, c'est complètement le Muad'Dib de Dune. Bah oui, mais c'est ça, parce que mais de toute façon, Frank Herbert l'a dit, il s'est inspiré de l'histoire de T. Lawrence pour écrire Ok. Dune. C'est son inspiration Ouais. principale. Donc c'est Wow. et justement en revoyant Dune 2 l'année dernière et Lawrence cette année, bah c'est les mêmes termes qui ressortent. Parce que du coup les Dunes, je les ai lus aussi. Enfin, j'ai lu le début et écouté la suite, je précise, parce que c'est pas la même chose, mais on ressent l'inspiration clairement de T. Lawrence, pas forcément de Lawrence Darby, parce que je crois que le livre de Frank Herbert, c'est peut-être la même année ou quelques années après, je sais plus, que Non, le film Lawrence c'est Darby. quelques années après, c'est 2-3 ans Ouais. après. Donc Ouais. je sais pas s'il a été inspiré par le film qui a fait écrire le livre ou c'était vraiment l'histoire, ou peut-être les deux, hein, Ouais. j'en sais rien, qui ont suscité cet engouement. Mais du coup, oui, il y a un lien qui est évident. Et l'histoire de Paul Atreides et de T. Lawrence est quasiment la même, j'ai envie de vous dire. Voilà, C'est sauf qu'il y a un monde fascinant. de science-fiction. Mais c'est exactement la même chose, au fait, en regardant. Et moi, je dis beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'abonnés. Moi, mon travail, c'est d'essayer de mettre de plus en plus de gens dans le cinéma qui sont pas forcément fans et qui regardent que des gros trucs, de dire, vous avez aimé Dune, regardez Lawrence d'Arabie, parce que vous allez voir à quel point c'est similaire et à quel point, de toute façon, Denis Villeneuve, c'est son film préféré, je crois, de tous les temps. C'est pour ça qu'il a choisi de faire Dune. C'est l'un de ses Ouais. bouquins préférés, donc l'inspiration est plus qu'évidente. Presque parler de plagiat à certains moments. Et d'ailleurs, ils t'ont filmé aussi dans le désert de Wadi Rum, Dune. Donc c'est pas pour Philippe, rien. on va revenir au casting avec toi, parce que bon, il y a du lourd, et tu peux nous parler un petit peu d'Alec Guinness, Sir Alec Guinness. Alors déjà, sur l'ensemble du casting, ce qui m'a étonné, parce que en fait, à l'époque, je ne pensais pas et je n'avais pas remarqué, c'est qu'il y a un seul acteur arabe dans le film, qui est Omar Sharif. Ouais. Tous les autres sont des acteurs grimés, des acteurs Ouais. anglais, américains, mexicains, enfin, il y a tout ce que... C'est très étonnant, hein. Et il y a Ouais. Omar Sharif, heureusement, You are mad. To come to Aqaba by land, we should have to cross the Nefu Desert. qui représente un peu ce peuple, et God be with you, English. il est extraordinaire, parce que c'est quand même, faut pas oublier que c'est son premier rôle principal. Il avait tourné des petits rôles en Égypte, mais il n'avait pas du tout ce look-là. Il n'avait pas de moustache, il était très différent. Il jouait plutôt les candides. Lieutenant Lawrence, you have met Sheriff Ali, I think. Yes, my lord. Et là, il arrive dans un rôle de prince noble, fier, etc., et qui devient le bras droit de T.E. Lawrence, qu'il surnomme L. Lawrence, et qui est vraiment un personnage de confident, de miroir pour Lawrence. Et c'est un rôle très important parce qu'il est témoin de tout, il le juge, et tu vois l'évolution de passer de la haine, enfin du dégoût qu'il avait pour lui au début à l'admiration, puis à l'idolâtrie, et puis après au mépris. Damascus, Lawrence. Omar Sharif, je n'ai jamais considéré comme un immense acteur, mais ce qu'il fait là-dedans, chapeau, parce qu'il est quasiment à égalité. C'est avec fou, parce que quelques j'avais autres. oublié à quel point c'est une body story, Reg, le film, avec les deux pendant une grande partie du film, ouais. Bah, moi, j'adore ce genre d'histoire, hein. C'est pour ça que l'un de mes films préférés, c'est aussi Master and Commander. C'est que j'adore ces films sur l'amitié. D'ailleurs, dans Ouais. Laurence d'Arabie, on a l'impression que ça va un peu plus loin que l'amitié. Non pas de dire que c'est romantique, mais il y a Ouais. des regards, des moments où tu as l'impression qu'il y avait quelque chose de vraiment passionnel Mhm. entre les deux. Et juste pour revenir un peu sur Omar Sharif, c'est intéressant parce que j'ai écouté son interview hier, justement, au sujet du film. Il disait que c'était une star en Égypte, mais qu'il a jamais rien fait en dehors. Et que son avantage, c'est qu'il parlait bien anglais. Mais il voulait pas faire le film. C'est juste que David Lean, il voulait le rencontrer après La Rivière Kwai. Il était fan. Et ils se sont rencontrés. L'alchimie a fonctionné comme pas possible. Et du coup, il a accepté le rôle. Et anecdote, il a jamais porté la moustache avant ce rôle. Et il a jamais enlevé après. C'est Il a drôle. gardé la moustache toute sa vie, d'un point de vue Mais personnel. ça fait partie de ces acteurs comme, excuse-moi Philippe, je te laisse la parole dans une seconde, mais comme Patrick Devers ou comme Clark Gable, ou même Michel Blanc, qui sont mieux avec une moustache, je trouve, ou Errol Flynn aussi. C'est vrai. C'est vrai. Philippe? Non, je disais, et il faut savoir qu'au départ, David Lean ne voulait pas non plus un acteur arabe pour faire le rôle de Sharif. Il l'avait Wow. proposé à Delon,
à Maurice Ronet et c'est des acteurs français, bizarrement, qui voulaient pour jouer ce rôle. Et finalement, sa rencontre avec Sharif a tout changé. Et Et, Horst voilà, Buchholz. c'est très étonnant. Horst Buchholz aussi, j'ai lu. Mais c'est malheureusement Oui, effectivement Horst une Buchholz. tradition qui va du blackface et là qui est du brownface. Parce que Alec Guinness, par moment, quand il est habillé en tchèque, c'est un merveilleux acteur, mais il fait penser un peu à Peter Sellers dans la partie, si tu veux. C'est bordure, C'est vrai. parodie, quoi. Et c'est un peu bizarre parce que moi, du coup, j'ai revu le film avec un ami, l'ami avec lequel je suis allé en Jordanie, justement. Il avait jamais Ouais. vu le film. Et lui, c'est pas quelqu'un de très cinéphile. Enfin, il y aura quasiment jamais de film, même. Et il m'a fait cette remarque. Il m'a dit comment ça se fait que ce bédouin parle parfaitement anglais et tout. Je lui ai dit attends, déjà, concentre-toi, regarde, c'est Obi-Wan, tu l'as reconnu. Mais surtout, tu sais que c'est bizarre maintenant, aujourd'hui, de regarder un film où clairement il y a un brown face. C'est aussi bizarre dans le film parce qu'il parle très bien en anglais avec son accent, je sais pas si c'est son accent d'origine à Alec Guinness. Well, Mr. Bentley, you will find Major Lawrence with my army. C'est censé être le chef de ce peuple et il parle parfaitement anglais. Du coup, d'un point de vue juste de la narration, tu te dirais, ok, il y a un lien entre lui et le Royaume-Uni et tout, il y a quelque chose peut-être de culturel, ce qui est un peu vrai au final parce qu'ils négocient, ils sont un peu de mèche. Mais c'est que quand tu découvres comme ça, même Anthony Quinn, qui est censé être voilà, l'un des chefs aussi. The Arabs. The Hawitat, Ajili, Rala, Beni Sakhr, these I know. Lui, c'est un Américain, il garde aussi son accent. Mais je crois brown qu'il face. faut remettre les choses dans leur contexte parce que bon, Oui, ça reste je des pense. personnages qui ont une grande noblesse, une grande dignité et on n'est pas non plus dans le yellow face de Mickey Rooney dans Breakfast at Tiffany's. Tu vois ce que je veux dire? Japanese accent. Mickey Rooney. Breakfast at Tiffany's. You disturb me! You must have a key me! Who the f let this happen? Pour moi, je vois le cinéma comme du théâtre. Tout le monde peut jouer n'importe quel rôle. Après, oui, il y a ce qui est question aujourd'hui d'invisibiliser des peuples et des choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on le ferait pas. Et c'est tant mieux. Je pense que c'est bien parce que sinon, on n'aurait jamais eu Omar Sharif. This is my well. Mais je dis juste que pour peut-être une nouvelle génération qui découvre ce film, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Et quand on n'est pas habitué à voir des films, à l'art de manière générale, ça peut être particulier et ça peut même déranger narrativement parce qu'on comprend pas pourquoi en fait il parle très bien. Omar Sharif, en plus, c'est le premier bédouin qu'on voit plus ou moins. Il a son accent arabe. Your friend was a Hazmi of the Beni Salim. I know. Du coup, tu dis ok, bah ils vont tous parler comme ça, il y a rien de choquant. Et quand les autres commencent à parler dans une autre langue, ils ont un brown face bizarre, mais t'as pas forcément envie de juger si tu connais pas. C'est un peu particulier pour les gens qui sont pas habitués. Tu sais, je pense que c'est un parti pris général parce qu'en fait, ce qui n'est pas dit du tout dans le film, il me semble, c'est que T.E. Lawrence, il parlait parfaitement arabe avant d'arriver au Caire. Il était passionné par la civilisation, par la langue, etc. Donc quand il a débarqué là-bas, il parlait déjà très bien arabe. And surely the future shall be better for thee than the past. And in the end shall your Lord be bounteous to thee, and thou be satisfied. Donc je pense qu'en fait, tout ce qu'on entend en anglais dans le film est peut-être une transposition de ce qui se disait en arabe. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans le film Action Story, tu vois? Je pense que c'est ça, entre guillemets, on pourrait interpréter ça comme ça. Mais du coup, ça expliquerait pas pourquoi Omar Sharif a un accent arabe, contrairement aux autres. Pour moi, c'est pas grave. C'est un film. C'est ok, il n'y a pas de problème. C'est la convention du cinéma où tout d'un coup, tout le monde, des Russes parlent américain parfaitement, ou tout d'un coup, c'est pas la peine non plus. C'est une époque et un contexte de cinéma. Il faut le remettre dans. Mais même aujourd'hui, on le fait. On prend des acteurs britanniques pour jouer des Russes avec des accents, ça choque pas. Enfin, je veux dire, c'est du cinéma, c'est pas grave. Mais oui, il y a un petit décalage qui se fait avec. Parce que moi, j'ai beaucoup recommandé ce film. Les gens ont vu l'affiche lors de mes vidéos. Ils disent, je vais regarder. Et je reçois beaucoup de messages en me disant, bizarre, il y a un décalage avec la manière dont on fait le cinéma aujourd'hui et à l'époque. C'est vrai. Donc c'est juste pour ça étonne un peu les gens, mais après ils comprennent, tu leur expliques, etc. C'est vrai, le plus drôle, c'est comme tous les péplums romains sont avec des accents britanniques. Tu sais, c'est la tradition d'avoir un accent britannique dans les péplums. Et le seul qui ne l'ait pas fait, c'est Denzel Washington de Gladiator 2. Tout d'un coup, il parlait comme s'il était dans le Bronx. Et ça, c'était formidable, je trouve. Petit aparté. Revenons au film et bien sûr donc Anthony Quinn qui est formidable avec une prothèse, Philippe, tu le notais un peu plus tôt, étonnante quand même. They will not work because they are given no electricity. The electricity is in the care of the Harith. C'est un truc que j'ai jamais compris parce que je vois pas en quoi
cette espèce d'énorme nez aquilin qu'il a, qui est avec des angles aigus, donc il fait complètement faux. The Turks pay me a golden treasure, yet I am poor. C'était évident qu'il est faux et qu'il ne va pas avec le reste de la morphologie de son visage, quoi. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. D'abord, ça perturbe son jeu, ça perturbe la perception qu'on a d'Anthony Quinn, ce qui n'empêche pas qu'il est formidable, hein. Mais pourquoi avoir mis ce nez et qui a eu l'idée? Parce que... C'est curieux, c'est un côté Cyrano presque, mais il m'a fait penser aussi, on parlait de Dune, il m'a fait penser à Bardem dans Dune, et il a cette truculence et cette force d'un Bardem, je trouve, c'est un acteur... D'ailleurs, Bardem en vieillissant ressemble de plus en plus à Anthony Quinn. Ouais. Si tu regardes, c'est incroyable même la voix, il ressemble à Anthony Quinn. Alors il y a pas que Anthony Quinn, hein, il y a pas mal d'autres très bons acteurs anglais. Lawrence? Yes? Nothing. Il y a Claude Rains qui est dans Casablanca, qui est formidable. Il y a Arthur Kennedy qui joue le journaliste américain. Yes, sir, that's my baby. Et qui est excellent aussi. Qui est une espèce de deuil du témoin qui voit dégénérer le mythe petit à petit sous ses yeux et sous son objectif. Oh, you rotten man. Here, let me take your rotten, bloody picture. Ça, c'est un rôle formidable. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Jack Hawkins. You're a serving officer in the field, and as it happens, a damned important one. Qui joue un officier. Il y a plein de monde. Il y a tous les grands acteurs anglais de l'époque qui faisaient toutes les énormes productions et qui jouaient les ministres, les officiers. On les retrouve tous là. Et ils sont bien utilisés, ils sont bien employés. Mais tout ce côté britannique a un côté presque proto-James Bond aussi, parce qu'on imagine que c'est des gens que, comme les personnages qu'a rencontré Ian Fleming pendant la Seconde Guerre mondiale, ça devait être des gens comme Lawrence, si tu veux. Et tous ces gens autour de Lawrence sont comme Q et M avant l'heure aussi, un petit peu. Ce qui est fascinant dans le film, je crois que c'est une des seules grosses productions massives comme ça, où il n'y a pas une seule femme au générique. C'est-à-dire même dans les plans. Je crois qu'à un moment, on voit une femme morte sur un étal, je ne sais plus quoi. Il y a la chose de John Carpenter. C'est marrant parce que il n'y a pas non plus de femmes en Jordanie, pour vous dire, même aujourd'hui. Donc je passais une semaine là-bas, il n'y a pas une femme. Donc ça ne m'a pas choqué en revoyant le film. Je me dis, en fait, c'est qu'il n'y a aucune femme. J'en ai vu aucune, hein, vraiment. Bon, dans la capitale, un petit peu. Mais dès qu'on est dans le désert et autres, je n'ai pas vu une seule femme, même aujourd'hui, en 2025. Et juste, je vérifiais parce que j'ai pas du tout... c'est pas que j'ai pas fait attention, mais je m'en fichais un petit peu du nez, la prothèse de Anthony Quinn. Mais je vérifiais et du coup, apparemment, il y a deux raisons. La première, je me disais bien que c'était ça, mais c'est qu'en fait, à l'époque, les Arabes, ils avaient un gros nez dans le stéréotype cinéma, de une. Et c'est aussi qui ressemblait plus, du coup, à la figure historique qu'il interprétait. Donc, c'est les deux raisons officielles données d'après les sources que je vois des interviews là, par rapport à ça. Donc, voilà, mais oui, parce que c'est vrai que les Arabes, à l'époque, dans les films, ils avaient souvent des gros nez parce que c'était un peu le cliché comme ça, le nez aquilin, de la Méditerranée, ces choses-là. Ouais. C'est aussi pour ça. Ouais, c'est fou, parce que là, ils vont très fort. C'est un personnage quasiment de Dick Tracy, quoi, par rapport aux autres. Il est presque bordure, quoi. Mais bon, ce qui est formidable, c'est que la personnalité de O'Toole, qui est ce fouteur de merde, ce Hellraiser dont on parlait, ce rebelle, se mêle à celle de Lawrence dans le film. Et ça qui est beau, c'est qu'en fait, c'est pour ça que tu dis c'est le plus beau rôle de sa carrière, mais c'est un petit peu comme Alex, tu sais, Malcolm McDowell dans Orange Mécanique. C'est-à-dire que tu te dis que c'est tellement eux et tellement fort que c'est difficile de trouver mieux après, quoi. Et tu sais, justement, je fais une petite parenthèse. Là, moi, j'avais failli tourner avec Malcolm McDowell, tu sais, qui devait jouer dans Mr. Frost. Et on avait discuté ensemble et il m'avait parlé de Peter O'Toole, avec qui il avait joué au théâtre. Et il me disait que c'était hallucinant, c'était impossible à gérer, parce qu'il arrivait sur scène en titubant, tellement il était ivre-mort, il disait la moitié de ses répliques, et à un moment, il devait avoir un combat à l'épée. Et les acteurs refusaient de jouer la scène parce qu'il les démolissait avec son épée. C'est-à-dire qu'il ne savait pas où il visait, il taillait n'importe où. Et il était complètement exalté, il n'avait plus aucune limite, si tu veux. C'est comme Richard Burton, ou c'est Richard Harris, ou Oliver Reed, c'est les grands alcooliques anglais qui... Mais ils se tenaient encore, ils n'avaient pas ces espèces d'excès, et qui, pour moi, a donné l'âme à Laurence d'Arabie. C'est-à-dire, il n'avait pas de limite, quoi.
C'était de la folie à l'état pur et c'est ce qui passe à l'image. C'est intéressant parce que dans le Blu-ray, il y a une featurette de Peter O'Toole qui retourne dans le désert 40 ans après. Et la manière dont il en parle, comme presque le climax de sa vie, ce rôle et ce désert, c'est à la fois assez touchant, avec beaucoup de mélancolie, la manière dont il en parle. Et tu vois que, peut-être je suranalyse, mais il vit un peu dans le passé de ces mini-gloires, en réalité, de son tournage, de ce qui s'est passé après, même 40 ans plus tard, quoi. C'était un lieu et une expérience qui l'a tellement marqué, qui a tellement changé sa vie, qui s'en est peut-être jamais remis aussi. C'est ça l'impression qu'on a quand on l'écoute. Pourtant, c'est des featurettes officielles, peut-être un peu. Mais tu as raison, mais avec une il a doctrine tellement derrière. donné de sa personne. Tu as vu quand il est à cheval, ou à chameau plutôt, à dos de chameau, et qui va vraiment au galop. C'est extraordinaire. C'est lui. Il s'est blessé énormément pendant le film. Et c'est vraiment, c'est un tournage, tu parlais de tournage difficile, c'est herzogien, quoi. On parlait d'Apocalypse Now aussi. C'est des tournages qui sont. Moi, parce qu'ils ont posé la question comment ils faisaient pour ne pas avoir les traces des pas des chameaux, tu sais, sur le sable, simplement quand tu refais la prise. Et là, en fait, c'est simplement une prise par jour. Ça veut dire que c'est complètement. En fait, ça dépend parce que de ce que j'ai vu de documentaires sur le film, il disait que il faisait parfois 2-3 plans par jour en fonction de là où ils étaient. Ouais. Et David Lynch, il était un peu perfectionniste aussi, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui l'énervaient. Son producteur, Spiegel, qui voulait pas le faire des trucs complètement fous, le budget qui a explosé comme pas possible, et il voulait s'éloigner le plus loin possible de Spiegel physiquement, parce que de temps en temps, Spiegel, il venait donc visiter le tournage, pas souvent, mais il venait, et lorsque Spiegel venait, il voulait filmer à des endroits tellement lointains, parce qu'il savait que Spiegel n'allait pas venir. Parce que oui, en réalité, le truc, c'est que géographiquement, Aqaba, donc la grande ville à côté, c'est à une centaine de kilomètres du désert, et ils avaient plusieurs camps. Ils avaient un camp à Amman, un camp à Aqaba, et ils avaient deux camps, du coup, dans le désert, à Wadi Rum et un autre désert à côté. Enfin, bon, c'est pas très loin, parce que le désert est pas très grand, en réalité. Et justement, ils n'avaient pas un confort optimal dans le désert. Ils vivaient un peu comme des bédouins. Ils avaient à peine des toilettes. Ils étaient contents, ils avaient un bar où se nourrir et boire après une longue journée. Et pour justement effacer donc toutes ces traces de transportation, parce qu'il y avait beaucoup de véhicules, énormément de camps, de tentes, ils avaient ou des balais qu'ils utilisaient, ou des machines à vent, ou d'autres petites inventions qu'on voit dans les making-of. Et c'était horrible parce que du coup, les Bédouins, ils faisaient quand même leur vie, parce qu'ils habitaient là, ils vivaient là, ils se nourrissaient du désert pour beaucoup d'entre eux encore, et ils avaient des jeeps. Donc ils passaient en voiture et ça gâchait complètement leur prise. Ils disaient oh non, ça fait un jour qu'on nettoie le. C'est comme quand on tourne dans la neige aussi, c'est pareil. Mais il paraît que sur place, ils habitaient dans un Bedouin and breakfast. Non, pardon, désolé. c'est un peu ça. Non, mais moi, ce qui m'a fasciné, bien sûr, c'est que ça commence par du noir. Comme 2001, mais comme aussi Ben-Hur, il y a une tradition de films qui commence comme ça avec de la musique symphonique et on peut pas ne pas parler de Maurice Jarre, on parlait du désert, qui est un personnage à part entière du film, mais la musique, c'est comme Sergio Leone avec Ennio Morricone. C'est incroyable. Ah oui, c'est un score épique, absolument inoubliable. C'est-à-dire, ça colle aux images. Là, c'est quand on dit la BO. Moi, j'y pense même pas quand j'écoute la musique du film. Elle fait partie de l'image, quoi. Je me dis pas la musique est belle ou machin. C'est vraiment ça. C'est incrusté dans l'image. C'est des grands films qui bénéficient de ça. C'est vraiment la fusion entre l'image et le son. Et pourtant, la bande originale dure à peine 1 heure du film, la bande originale officielle, alors que le film dure 3h30 à peu près. C'est étonnant parce qu'il y a... Ouais, presque, oui, avec... Oui, peut-être. Ouais. Avec l'intermission. Ouais, avec l'intermission et peut-être. Je sais pas, moi j'ai changé de disque. J'avoue que j'ai pas eu les 15 minutes d'intermission. J'ai juste, j'ai mis le nouveau disque. Mais la 4K d'ailleurs, magnifique sur le film. Tu verras quand tu le verras en salle dans 5 ans, il y a une intermission. C'est étonnant. Ouais, bah déjà que je suis content, j'ai redécouvert surtout les 7 samouraïs au cinéma en intermission. Donc c'était sympa. Et là, ils le passent de temps en temps à la cinémathèque. Là, ils ont passé hier, au moment où on filme. Le 23 juillet, ils l'ont passé en cinémathèque en 70. Mais bon, c'est un peu compliqué, j'habite pas à Paris, c'est un peu compliqué. Mais oui, un jour, j'irai le voir en 70 mm, c'est sûr. Mais ce qui est fascinant par rapport à la musique, c'est que, franchement, pour moi, quand je pense au désert, je pense à la musique de Laurence d'Arabie. Et elle a été composée en 6 semaines. Il n'a pas du tout dormi pour la faire. Il dormait 1 à 2 heures par jour
parce que Lynn, il a eu plein d'autres compositeurs. J'ai pas noté les noms, désolé, des compositeurs qui sont passés avant, mais il aimait pas du tout. Pourtant, c'était des compositeurs de renom, hyper connus, mais il aimait pas il détestait. Pourtant, il y a des compositeurs qui ont fait une BO intégrale. Il a détesté Lynn, alors que Spiegel lui était fan et il voulait avoir le nom aussi du compositeur. Donc, ils ont pris un autre compositeur qui était moins connu à l'époque, pour le coup, mais qui a dû composer en 6 semaines parce que Lynn avait adoré ce qu'il a montré. Il lui a dit, écoute, t'as 6 semaines pour tout faire, et il a tout fait en 6 semaines, du coup. Incroyable. Ce qui est assez fou, hein. Il n'a pas beaucoup dormi. Les musiciens de cinéma ont souvent très peu de temps en fin de film pour faire la musique, ou alors c'est comme on parlait de Léon et Morricone, ils ont composé avant, et tout d'un coup Léon tourne sur la musique de Morricone. Mais ça c'est très très rare. Mais c'est vrai que Maurice Jarre amène une ambiance qui va du symphonique à la musique plus arabe tout d'un coup, et c'est sublime, et c'est un peu le blueprint aussi de John Williams. La musique de Maurice Jarre, elle a un rôle absolument essentiel. C'est si tu regardes le film, comme je l'ai revu là, moi je ne l'avais pas revu depuis des années, il y a un nombre de plans larges, très larges, interminables, qui seraient inregardables sans la musique. Ouais. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, c'est des plans presque figés, quoi. C'est très long. T'as vu le plan où on découvre Omar Sharif, par exemple, au puits? Mais ça, c'est une des plus grandes. C'est une des plus grandes entrées de l'histoire du cinéma, quand même. Oui. Ce mirage. C'est un mirage qui devient réalité. C'est fou, quand même. Ouais, c'est formidable. Et dans les plans larges, comme ça, avec les réunions de bédouins, d'armées, etc., la musique aide à supporter, si tu veux, des plans qu'on ne montrait jamais comme ça aujourd'hui. Tu vois, c'est un film de 4 heures. C'est vrai, mais Ray disait un truc très juste aussi en début de show, qui est que pas de fond vert. Pas de numérique, c'est incroyable quand même. Il y a un plan qui est faux dans le film, il y a un plan sur le soleil. Et ça, c'est une peinture. Parce que justement, dans le désert, lorsqu'il filmait, il faisait entre 45 et 55 degrés. Wow. Les caméras ne pouvaient pas filmer le soleil sans qu'elles brûlent. Incroyable. Donc c'était impossible. Ils ont essayé avec des filtres, des focales, ils ont tout essayé. Il y a même avec le shutter fermé, moi ils ont essayé, on disait ça en rigolant, et ils ont essayé de filmer le soleil, c'était impossible, et le seul faux plan dans le film, c'est le plan sur le soleil où c'est une peinture. C'est drôle, mais il y a des plans de coucher de soleil merveilleux, comme il y a un des plus grands plans pour moi sur le cinéma, c'est comme quand dans 2001, quand le singe jette l'os et que ça devient un vaisseau spatial, c'est quand Laurence souffle sur l'allumette. Et que tout d'un coup, ça devient ce coucher de soleil dans le désert. Pour moi, c'est la plus grande transition de l'histoire du cinéma. C'est tellement symbolique et fort par rapport à ce personnage et ce qui s'ouvre à lui, puis cette flamme qui s'éteint, cette mèche. Et, mais du coup, justement, eux, ils voulaient filmer le soleil en plein jour. Et lorsque c'est des levées et tout, ça allait parce qu'il n'y a pas encore la chaleur du soleil qui tapait littéralement la caméra. Et il y a un autre plan où il y a cet homme qui est perdu dans le désert à un moment. Et je sais plus si c'est un lever ou un coucher de soleil. Et pareil, ils ont dû mettre la caméra dans le sable, dans une boîte, pour avoir l'angle parfait. Parce qu'il y a beaucoup de moments dans le film où l'horizon est parfait. C'est une ligne droite. Sauf qu'en fait, c'est des dunes dans le désert. C'est super compliqué à équilibrer. Et il n'y a pas beaucoup de terrain plat là-bas. Donc, ils ont plein d'astuces comme ça pour à la fois montrer le soleil, l'horizon, le personnage. Puis voilà, c'était un enfer parce que une prise par jour, parfois, pour ces moments-là qui étaient iconiques. Donc, c'était hyper compliqué. Donc, c'était fascinant de voir ça. Puis oui, le soleil a une place hyper importante. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films où on ressent la chaleur. Et là, on la ressent quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose où le désert fait chaud. Et justement, ce mirage qui est montré au début avec l'entrée du personnage d'Omar Sharif, qui est une entrée très longue. D'ailleurs, Lynn a dit qu'il voulait la rendre encore plus longue, mais on lui a dit stop, c'est déjà très bien. Et cette entrée, elle est épique, elle est grandiose. Et Ray, tu parles de la chaleur, mais l'absence d'eau aussi. Parce qu'on parlait de dunes, bien sûr, mais moi j'ai pensé aussi à Fury Road, tu sais, où tout d'un coup il y a la restriction d'eau comme ça, et c'est pareil, c'est extraordinaire quand on voit que tout d'un coup il accepte de ne plus boire d'eau, lui, pour devenir aussi comme le bédouin qui l'accompagne dans sa quête. Ça, c'est beau. You do not drink? No. I'll drink when you do. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais... parce qu'on se dit, on sait que dans le désert, on a chaud, on est déshydraté rapidement. Mais là, en étant allé dans le désert, j'ai compris à quel point c'était horrible ce qu'il a fait dans le film ou dans la vraie vie parce qu'on a soif tout le temps.
mais Ah ouais, vraiment ouais. tout le temps. Et Mais ça m'a encore plus marqué. pendant ces 3 jours que tu as passé dans le désert, tu as chevauché un ver géant, non? Non, pas exactement. Pas exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on buvait, je pense, 6 à 7 litres d'eau. Pourtant, il faisait Waouh. pas si chaud, il faisait 30 degrés et il n'y avait pas Ouais. le soleil qui tapait autant. Donc, ça m'a encore plus mis dans cette ambiance où je me dis, quand ils font la traversée du désert du Nefud, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est un tout petit espace en fait sur une carte. C'est quelques kilomètres ce désert dans la vraie vie, qui est une vraie traversée qu'ils ont faite. Mais maintenant, en voyant, en ayant un peu vécu ça, je me dis, je comprends pourquoi ils parlaient je crois qu'ils disent de Devil's Anvil, quelque chose comme ça, dans Ouais. le film. Et c'est un moment qui est, je pense, dur à comprendre parce qu'on se dit on a chaud, on a soif et tout, mais la manière dont il le montre, et maintenant pour l'avoir un petit peu vécu, hein, moi, je comprends à quel point c'était une tâche herculéenne de faire ça et pourquoi Ouais. personne ne l'a fait dans l'histoire avant. Et ça montre encore une fois le fait que ce personnage-là est presque choisi de Dieu, on a l'impression. Il est ce leader Mais- envoyé par quelqu'un pour sauver les Bédouins. C'est comme ça Tu qu'il as est montré au début. raison. Et Philippe, c'est là où on voit où Peter O'Toole est un très très grand acteur parce que au départ, quand il est ce jeune officier plein de l'enthousiasme, You're a clown, Lawrence. Ah, well, we can't all rely on Tony. même si c'est un rebelle et qu'il arrive tout d'un coup comme une espèce de figure spectrale après, tu as vu, avec ses robes, c'est un moment important du film quand il met la djellaba. Et tout d'un coup, Ouais. il a cette espèce de djellaba où il ressemble à un fantôme, t'as vu, quand il Tu arrive dans le mess des officiers. Vous connaissez l'anecdote de la djellaba, justement, qui est très belle hein, par rapport au talent de la complicité entre David Lean et Peter O'Toole. C'est que quand il y a eu cette scène, tu sais, quand ils lui mettent la djellaba pour la première fois et en fait, il s'isole pour aller se regarder, tu sais, Ouais. à l'abri des regards, parce qu'il se sent un peu ridicule. Et Lean lui avait dit, fais ce que tu veux. Il dit, on va te mettre dans le décor avec les accessoires que tu as sur toi, etc. Et fais ce que tu veux pour montrer comme il est vaniteux, comme il est enfantin, quelque part, et comme il est féminin aussi. Donc, montre, fais. Et Peter O'Toole a réfléchi, il s'est isolé pas mal de temps, je crois. Et puis, quand il a dit à Lynn, je suis prêt, je crois qu'ils ont fait qu'une seule prise. Et il est arrivé et il a trouvé cette idée sublime qui est de danser et puis après de sortir son couteau et de se regarder dans la lame. C'est une idée fantastique, je trouve. Moi, ça résume le personnage d'une manière, tu vois, c'est synthétique au possible, quoi. C'est Et vrai, l'idée mais de Peter Reg, O'Toole. pour l'époque, ils sont allés très très loin quand même dans la féminité du personnage, parce que on s'interrogeait tout le temps sur la sexualité, non seulement du personnage dans le film, mais dans la vie de T. Lawrence. Et apparemment, il apparaissait que c'était un personnage qui était plutôt asexué, comme Tom Cruise. Non, je déconne, on va pas avoir de procès. Mais c'est intéressant parce que justement, c'est quelque chose que j'ai remarqué en revoyant le film récemment. J'avais oublié à quel point le personnage était efféminé dans Ouais. l'œuvre. Ouais. Et ça m'a aussi marqué parce qu'on parlait de Dune récemment, mais j'avais vu, c'était une interview entre Cameron et Villeneuve, et il disait que Timothée Chalamet avait été choisi parce qu'il avait une énergie très féminine, justement. Et ça, je me suis fait le lien en revoyant le film aujourd'hui, parce que c'est quand même l'inspiration de Denis Villeneuve, parce que tu sais que T. Lawrence, dans le film, il est très féminin. Il y a un moment, il fait 2-3 petits bonds quand il est au Caire, il va voir Ouais. ses officiers de manière très enfantine, joviale, mais Oui, c'est féminine surtout. Hey! Mind if I join you? Oh. Et le fait qu'il ait des grandes robes, lui, en plus, c'est le seul habillé en blanc. Il y a un côté très pur, entre guillemets, de son personnage. Et justement, cette scène où il se regarde dans la lame et il joue comme un enfant, alors que les enjeux sont énormissimes. En fait, pour lui, c'est presque un jeu, alors que pour ce peuple, c'est vie ou de Ouais. mort, en fait. Et il y a ce côté où lui, il joue, il en rigole, il est féminin. Et du coup, ça met encore plus en avant la relation avec Omar Sharif, son personnage, parce que parfois, il s'envoie des regards dans le film. On se dit, mais en fait, ils sont amoureux, on a l'impression. Puis forcément, à la fin, Omar Sharif, il pleure quand il a perdu T. Lawrence. He is your friend. Your hand away. You love him. No, I fear him. Then why do you weep? Donc tu dis, en fait, on dirait une rupture qu'on a eu là, plus qu'amicale. J'ai pas envie de dire romantique parce que c'est pas exactement ça, je pense, mais il y a quelque chose qui est tellement sincère et solennel entre les deux. Et le fait qu'il y en a un qui soit plus féminin que l'autre, mais qui s'aiment vraiment d'un certain point de vue, peu importe lequel, j'ai trouvé ça très, très fort. Et c'est un angle que j'avais pas vu il y a 10 ans quand j'ai découvert le film, parce que c'est tellement important, en fait, surtout dans le manque de féminité dans le film, d'avoir un Surtout personnage. en 1962, ça n'existait pas dans le cinéma. Ça n'existait pas, mais c'est intéressant parce que je crois que c'était sur Bénure, j'avais lu une interview ou une vidéo making of
qui Ouais. disait il n'osait pas parler des. Ils écrivaient le scénario comme si. Je sais plus si c'est Bénu, hein, corrigez-moi sur ça, mais ils écrivaient le scénario comme si les personnages étaient un peu gays, mais ils le disaient Oui, pas oui, aux acteurs pour pas qu'ils soient mal vus. Et du coup, ça oui. se ressent un peu sur le film de l'époque où il y a un peu de bromance plus entre Et les personnages. 1900, Qui est assez intéressant. Reg, 1960, il coupe la scène dans Spartacus où tu as tout d'un coup Laurence Olivier avec Tony Curtis dans la baignoire où il lui demande est-ce que tu préfères les escargots ou les huîtres, je sais plus. Do you consider the eating of oysters to be moral and the eating of snails to be immoral? No, master. Il y a ça, et pareil, dans Laurence d'Arabie, il y a quand même une scène qui est très connotée viol, viol homosexuel dans le film, Oui, qui est pas j'allais en montré comme parler, ça, oui. mais qui est fortement sous-entendu. Et d'ailleurs, c'est aussi sous-entendu dans la vraie vie, parce qu'il y a des gens qui pensent que du coup, c'est T. Lawrence qui cachait son homosexualité. Il y a des gens qui pensent qu'il s'est réellement fait violer, il voulait pas en parler. Donc c'est une scène qui est juste dans la mise en scène. Il y a un côté, c'est Lynn qui le dit d'ailleurs, je crois, ou le chef-op, je sais plus exactement qui en parlait, mais il disait que du coup, il y a cet homme dans la porte avec qui tousse dans son sorte de chiffon, et il y a une sorte de climax qui est fait entre la scène de torture / viol et le chiffon, lui qui tousse comme s'il y a une sorte d'ébullition et de finalité dans la scène. Et c'est que c'est assez marquant en revoyant ça, c'est toutes ces connotations un peu homosexuelles que j'ai pas du tout la première fois, qui ressortent quand même de l'œuvre, mine de rien. C'est vrai, Et et de la viol scène masculin, la où il du faudra viol. attendre des films comme Délivrance, tu vois, pour avoir justement, pour arriver à quelque chose de plus affirmé. Alors que là, c'est incroyable, Lynn, la modernité du film. La scène du viol, elle est à la fois hors du film, c'est une parenthèse, si tu veux. On pourrait l'enlever, la scène, ça changerait pas grand-chose, à part que une fois cette scène terminée, Lawrence bascule complètement et il change de personnalité. C'est-à-dire quand il retrouve ses amis, quand il retrouve Sharif, etc., il est plus ni lumineux, ni exalté, ni enthousiaste. Il est devenu sombre, violent, seul. C'est-à-dire il s'isole beaucoup, etc. Et il a plus du tout la personnalité qu'il a eue au début et au milieu du film. C'est devenu quelqu'un d'autre et quelqu'un de dangereux et de très inquiétant, en fait. Puis il y a littéralement ce sang qui ressort de lui, de sa tenue de militaire dans une scène. Et pareil, c'est une scène où les militaires qui l'ont souvent utilisé, ce Lawrence, ils ont une sorte de compassion envers lui. Pour la première fois, on a l'impression. Parce qu'il aimait bien, il était utile, un peu l'idiot utile pour eux, le misfits, un peu de cette œuvre. Mais lorsqu'il saigne, il y a un moment où quand même les militaires, les politiques, voilà, ils ont cette empathie envers lui qui est assez intéressante. Que je trouvais assez touchant, mine de rien, parce qu'ils voient ce qu'ils ont fait à cet homme et ce qu'il s'est fait lui-même. Et c'est quelque chose qui n'était pas attendu, parce que là, il y avait presque une conspiration de ces gens-là qui planifient sans Lawrence et tout dans le film, alors que dans la vraie vie, encore une fois, il était dans le coup, Lawrence. Mais c'est quelque chose d'intéressant parce que même dans ce moment de faiblesse, je trouve qu'ils ont montré une sorte de bonté envers lui qui était assez touchante, mine de rien. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il y a pas mal de moments où les personnages sont fatalement machiavéliques et horribles parce qu'ils s'en fichent des bédouins. Même les bédouins entre eux, ils sont assez barbares à certains moments, ils le disent, le terme barbare. Mais il y a quand même beaucoup d'empathie et peu de manichéisme. Et je trouve ça l'une des grandes forces du film aussi. Il y a un truc qui me terrorisait quand j'étais petit, qui m'a encore fait peur, c'est les sables mouvants. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Il y avait une grande mode dans les films des années 50, 60, où d'un coup il y avait un personnage qui partait comme ça. Et là, c'est vraiment, on ressent terriblement la mort de ce personnage. C'est très bien fait. Hein. Ouais. Moi, je pensais que les sables mouvants allaient être un plus grand problème dans ma vie. Parce qu'on s'est tellement tapé ça dans les films, les dessins animés, les séries, que je pensais que j'allais devoir faire face à des sables mouvants dans ma vie. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est une scène qui est très forte, justement. D'ailleurs, j'ai regardé justement le making-of sur ça aussi. Ils ont beaucoup eu de mal à faire cette scène parce que justement, il fallait qu'ils trouvent une boîte qui fasse parfaitement le sable, le faire descendre et le personnage. Je sais, mon père a fait La Chèvre où il a une scène avec Pierre Richard et Depardieu. Accrochez-vous! Extrêmement compliqué à faire avec du j'imagine. balsa, avec le pauvre Pierre Richard qui était pendant des heures au soleil, tu sais, avec juste sa tête au soleil. C'était une espèce de torture. C'était affreux pour lui. Ouais, ça va, là, c'était de nuit pour une fois. Donc ça va, ils n'ont pas eu. Et d'ailleurs, c'est le problème parce que de nuit, il faisait très très froid aussi. Donc les acteurs tremblaient de froid la nuit. C'est ce qu'ils disaient. Et il y a quelques scènes de nuit. Il y en a une dans le camp, justement, avec le personnage d'Alec Guinness, Omar Sharif, qui est une scène magnifique, qui est juste de nuit et tout. Et ils disaient qu'ils avaient extrêmement froid durant cette scène et en plus, ils ont une petite tenue.
Et donc, Je sais, tu sais, Reg, j'ai pas passé 3 jours dans le désert de Jordanie, mais j'ai été assistant à la mise en scène sur Evil Dead 3, tu sais, Army of Darkness, et on a tourné dans le désert de Californie pendant 8 semaines. Et à 4 heures de l'après-midi, t'es en short, et une demi-heure après, t'es en doudoune avec des moufles, et voilà. c'est l'horreur. José Ferrer est magnifique dans le film, Philippe. Grand acteur, quand le même. colonel, le général turc qui viole, entre guillemets, Lawrence, et qui est un personnage d'une glauquerie absolument hallucinante, parce qu'on ne sait rien de lui, et il arrive à donner une impression de malveillance, de détraquage sexuel, etc., qui est époustouflante. C'est un très grand acteur, José Ferrer. Et là, il a vraiment sa partition, c'est-à-dire, il n'y avait pas grand-chose, hein, on ne sait rien de son passé, on ne sait rien de ses personnalités. Mais là, on est dans Midnight Express et José Ferrer qui est dans le Dune de David Lynch aussi. Bring in that floating fat man. Donc tout d'un coup, il y a une espèce de c'est lien. vrai. Et il a été un très grand Cyrano de Bergerac aussi. Excellent. Il était l'avocat dans Ouragan sur le Cane, où il était fantastique aussi. Et c'est pas son fils qui est dans Robocop, qui est extraordinaire aussi? I have seen some slipshod backwater burgs, but this place takes the cake. Miguel Ferrer. What are you waiting for? Christmas? We've got work to do, damn it. They are putting this girl on the ground tomorrow, and we've wasted half the day traveling out here to the middle of nowhere. Miguel Ferrer, J'adore cet acteur. J'ai jamais fait le lien, c'est vrai, entre les deux. C'est son fils. Il y a un truc qu'ils ont du mal à faire à cette époque, c'est le sang. Vous avez vu comme le sang, on en parle souvent, Philippe, dans les années 70 et 60, comme le sang est très très rouge. Tout d'un coup, à l'image. Ma théorie, moi. Ma théorie, je te l'avais donnée et je pense qu'elle est juste. C'est en fait, si tu mets du sang réel, comme ils ont fait après à partir de Peckinpah, tu sais, c'est-à-dire du sang un peu foncé, épais, etc., c'est insoutenable, quoi. Par contre, si tu fais cette espèce de sang qui ressemble à de la peinture, qui est rouge, vif et clair, c'est comme une convention de cinéma. C'est-à-dire, c'est du sang, mais c'est pas dégueulasse, si tu veux, parce que ça fait faux théâtre, ça fait théâtre, voilà. Et on accepte cette convention. Ça, c'est ma théorie. Parce que c'est vrai qu'avant, le sang était toujours très clair et pas réaliste. Mais ça rejoint ce que tu disais, Reg, sur le côté théâtral du film aussi, parce qu'il y a des moments, il y a des moments où c'est des vraies toiles des peintures, mais il y a des moments où on est vraiment dans du théâtre. C'est très Shakespeare. C'est Hamlet dans le désert. Tout d'un coup, on a envie qu'il ait un crâne dans la main par moment, si tu veux. Il est incroyable, O'Toole. Ouais, non, il est incroyable. C'est que ça m'a pas marqué le sang dans l'œuvre de manière générale. Je sais même plus exactement à quelle scène ça allait. En particulier quand tu as cet homme qui tire sur Peter O'Toole dans son épaule. Tu sais, dans le train, scène de train. Il a une espèce de moustache rouge. Et plusieurs fois dans le film, tu as du rouge comme ça qui ressort. Ça fait partie aussi peut-être de l'irréalité de l'œuvre, ou alors du fait que c'était plus compliqué de faire le sang à l'époque, si tu veux. Je pense après, je pense qu'il y a un lien entre les deux. De toute façon, maintenant, le sang, il est fait en CGI dans tous les films, hein, mais après, c'est pas un film qui est fatalement violent visuellement, donc ils évitent beaucoup de sang, ils évitent des démembrements, toutes ces choses-là, alors qu'en théorie, ils devraient en avoir, hein, si on est logique par rapport à ce qui se passe. Donc c'est pas ça, surtout que la scène de torture, même les coups de fouet, ils sont pas montrés fatalement. Je pense qu'ils n'avaient pas le droit aussi à l'époque, hein. C'est ce que disait Lynn aussi en interview, il a dit qu'ils n'avaient pas trop le droit de montrer des choses, surtout que c'est un film qui a été montré à la Reine, la première fois qu'il a été montré. Donc ça, je pense qu'ils évitaient ce genre de choses. Mais moi, je trouve que le traitement de la violence de manière générale, il est intéressant parce que il se passe des choses horribles, surtout à la fin quand le personnage veut se venger, le fameux No Prisoners qui est assez marquant. Je trouve que la violence, elle est vraiment psychologique et elle est assez tragique parce que la plus grande forme de violence, pour moi, elle arrive à la fin lorsqu'ils ont pris Damas et les peuples bédouins et arabes ne s'entendent pas. Il y a une sorte de forme de violence, de gâchis, de colère en tant que spectateur, parce qu'on est clairement du côté des Bédouins, on veut leur liberté, on est contre les colons britanniques qui veulent mettre des frontières partout et tout, mais il y a pour une bêtise, parce qu'il y en a un qui doit gérer l'électricité, l'autre doit gérer, je sais plus, c'est peut-être l'eau, je sais plus exactement, et c'est une forme de violence parce qu'il y a ce prophète, ce dieu de T. Lawrence qui est là, et il est impuissant. If you answer, there'll be bloodshed. You speak to me of bloodshed. Comme pas possible. Pour la première fois du film, on a l'impression il pouvait faire bouger des montagnes et d'un coup, il peut plus rien faire pour une querelle, une bêtise. Et c'est quelque chose qui l'abat lui
et qui abat Omar Sharif, et ensuite ils ont cette séparation. Et je trouve que cette violence-là, pour moi, m'a plus marqué que la violence physique où Omar Sharif, au début, tue le bédouin qui a bu de son eau, quoi. C'est quelque chose qui est barbare, entre guillemets, mais c'est juste ce petit moment où tu dis tous les espoirs sont à ébullition ici et sont gâchés par un petit truc, t'as l'impression. Et ça, je trouve que c'est un peu la force du film, de dire que c'est vrai. C'est aussi parce qu'il est plus en état psychique de rester cette espèce de messie qu'il voulait être. Il n'est plus en état, il est détruit. C'est ça. Donc quand arrive ce conflit un peu con, il a plus la force, quoi. Il a plus le charisme, il a plus tu vois, comment dire, le pouvoir qu'il avait sur ces gens, il l'a plus. Donc il est fini, en fait, dans cette scène. Ouais, c'est ça qui est à la fois frustrant et beau par rapport au personnage, c'est qu'il a gagné tout ce qu'il voulait. Il est arrivé avant les Britanniques à Damas, il a réuni tous les peuples. Et face à ce truc tout bête, même le personnage d'Omar Sharif, il le dit, il lit des livres de politique parce qu'il veut se reconvertir dans ce monde plus civilisé, entre guillemets. Et quand ils y arrivent, il y a rien. Et ça, c'est la grande force du film, je trouve, c'est que voilà, ils ont tout perdu sur un petit truc, alors que depuis le début du film, ils font des exploits formidables, ils arrivent à faire peur aux Turcs, même les Britanniques, ils arrivent à les devancer, toutes ces choses-là, pour fatalement perdre sur une petite dispute. Mais oui, c'est en lien avec le personnage, parce qu'en plus, son blanc, il est plus tout blanc dans cette scène-là, il est sali, son visage aussi, tu sens ce visage du traumatisme aussi, un peu comme j'avais l'impression comme le Klimov, le Come and See. Tu avais un peu cette impression-là que ça allait aller dans ce visage de la terreur, un peu. Donc, c'est une scène que j'adore, mais qui est à la fois frustrante. Et fatalement, ça s'est un peu, entre guillemets, passé comme ça dans la vraie vie aussi. C'est ça qui est encore peut-être plus frustrant. C'est que c'est des peuples qui sont, comme dans le film, se sont toujours embrouillés. Ils ont toujours eu des problèmes entre eux. Et justement, c'est ce qui les a unis, c'est la guerre contre les Ottomans. Mais après, après, c'est les Britanniques qui sont venus tout casser. D'ailleurs, le film de Herzog, il est intéressant, même s'il n'est pas extrêmement réaliste, avec Nicole Kidman, parce qu'elle aussi, de toute façon, c'est la même époque, hein, ils se sont rencontrés. T. Lawrence, c'est le personnage de Nicole Kidman. C'est qu'elle aussi a participé à créer ces frontières imaginaires entre les peuples. Et c'est un vrai traumatisme qui revient souvent. D'ailleurs, un film qui est intéressant, un film jordanien pour le coup, qui s'appelle Tib, T-H-E-E-B, qui a été filmé aussi dans le désert, parle de ça, mais du point de vue bédouin. Donc des bédouins qui souffrent de la barbarie entre les bédouins, et en même temps, la présence britannique qui arrive de temps en temps, par-ci par-là, avec un officier et tout, mais au final, c'est eux qui vont décider. Donc c'est ça qui est aussi pas mal, je trouve. Le film est pas mal aussi, pour le coup. Mais donc je trouve que c'est fort de voir le point de vue des Britanniques, de voir le point de vue de plein d'œuvres différentes qui se passent à la même époque. Et pour revenir sur un truc qui est peut-être un peu en lien, mon guide bédouin, c'est ta série préférée, c'était Game of Thrones. Et la chose qui m'a marqué, et ce qu'il m'a dit, c'est que dans Game of Thrones, il y a les free folk, donc les gens au-delà du mur. Et lui, son plus grand regret dans la série, c'était qu'ils étaient mal utilisés. Et je trouvais ça très drôle de la part d'un bédouin, avec la culture, le passé qu'ils ont, par rapport aux Britanniques, aux colons, de dire que ce qui l'a plus énervé dans Game of Thrones, c'est le gâchis de ces personnages-là, dans lequel ils se reconnaissaient clairement, quoi. Et ça, je trouve ce point de vue assez fascinant. Une autre chose qui m'a fasciné aussi, c'est la construction du film, comme on commence sur la mort de T. Lawrence. Vous avez vu, ça fait penser à Sunset Boulevard, et c'était assez moderne aussi pour l'époque. Poor dope. He always wanted a pool. Well, in the end, he got himself a pool. Grand travail de montage, parce qu'on est suspendu à tout d'un coup à ce qui arrive à cet homme. Et ça, c'est merveilleux. Ouais, en général, moi, je suis pas très fan de ce genre de choses, parce que c'est payant, si tu veux, au niveau construction, etc. Par contre, ça désamorce, pour moi, tout le reste du film, parce que je sais qu'il va pas mourir dans le désert, je sais qu'il va pas mourir dans l'attaque. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'ai pas la même tension que si je me dis, il va prendre une balle et il va mourir. Tu sais, quand le type lui tire dessus au train, tu sais bien qu'il va pas mourir, puisqu'on le voit mourir à moto. Donc, c'est très simple. Mais moi, je sais que ça me désamorce beaucoup, ce genre de début, qui est très courant d'ailleurs. On l'a vu dans énormément de films. Mais voilà. Moi, j'aime beaucoup ce début, si je peux me permettre, parce que moi, quand je commence un film qui s'appelle Laurence d'Arabie et je suis pas du tout en Arabie, ça déstabilise un petit peu, je trouve, de une. Ouais. Et surtout, le deuxième truc qui est intéressant, c'est que pourquoi il s'appelle Laurence d'Arabie alors qu'on le voit mourir en Angleterre? Moi, c'est là la question. Pourquoi d'un coup, Laurence d'Arabie meurt en Angleterre? Je trouve ça particulier. Je me dis, bizarre, quel film j'ai lancé, en fait? Et je pense que c'est en lien direct.
Et on se demande, pourquoi il est considéré tel quel, alors qu'au final, il est dans son petit, je sais pas si c'est un petit patelin, mais sa banlieue, j'imagine, pas très loin de Londres, où il a fait sa vie et il est mort là-bas. Pourquoi faire, quoi? Surtout qu'après, il y a toutes ces interviews, entre guillemets, de politiques et de gens qui l'ont connu. Now, sir, I can't claim to have known him. I once had the honor to shake his hand in Damascus. Knew him? No, I never knew him. Et ils ont tous, à un moment, il y en a un qui dit c'était un exhibitionniste. He is also the most shameless exhibitionist since Barnum and Bailey. Si je dis pas de bêtises dans le film. Mais ils ont tous des avis différents sur lui. Et tu dis, putain, mais qu'est-ce qu'on fout à la cathédrale Saint-Paul, si je dis pas de bêtises pourquoi Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme-là, Laurence d'Arabie, c'est ça que je veux dire, c'est la modernité de ce montage, si tu veux, qui tout d'un coup te laisse en Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, en fait, on commence à deviner, juste par le fait c'est un suicide presque, ce qu'il fait au début. C'est qu'il est tellement en manque d'adrénaline, de quelque chose, on ne sait pas encore à ce stade-là, mais on comprend dès le début que c'était quelqu'un qui voulait aller vite. Et qui avait cette envie de vitesse, peu importe le danger, le risque. Et c'est aussi symbolique au fait qu'il détourne des enfants. C'est ça qui le fait mourir. Je trouve que c'est assez beau, fatalement. Et puis il est jeune, on voit qu'il est jeune, on voit qu'il a peut-être la trentaine à ce moment-là, on a l'impression, dans l'œuvre. Ouais, c'est vrai. Bien, merci mes cinébuddies pour cette traversée du désert. Philippe et Reg, 2 générations, 2 légendes de leur vivant, et qu'on attend toujours avec joie et impatience dans l'émission. Merci les gars, c'était pas une mince affaire, Laurence d'Arabie. Premièrement, on aurait pu en parler pendant des heures de ce film, tellement il y a matière et de scènes incroyables et de choses à dire sur la production et autres. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Moi, j'aimerais juste vous dire d'essayer le désert une fois, que ce soit en Californie, en Jordanie ou n'importe quel endroit. Mais je peux vous dire que voir ces décors irréels de films dans la vraie vie, ça fait quelque chose, honnêtement. Donc, si vous avez l'occasion, la Jordanie, c'est stable, en plus politiquement, généralement. Donc, que ce soit Petra ou le désert, ça vaut le coup. Et vous allez être dans un film, croyez-moi. Comme toujours, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec tous les 15 jours une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase Phil puis Reg. Philippe Sedbon, merci de votre attention. C'était Reg le Gorilla, et pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui ont mon âge, regardez plus de vieux films. Ok? Voilà. Bravo. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui est resté dans le désert depuis trop longtemps. Et maintenant, l'appel du désert pour les penseurs de la ville a toujours été irrésistible. Je ne crois pas qu'ils y trouvent Dieu, mais qu'ils y entendent plus distinctement dans la solitude le Kinopod qu'ils y apportent avec eux. T. Lawrence, 1926.